Bonjour, quelle joie pour moi de te retrouver dans ce lieu. Là, je suis dans une réserve naturelle à Huatulco, c'est le sud de l'état de Oaxaca, au Mexique. C'est juste un endroit incroyable avec une flore vraiment particulière, une faune. Il y a une forêt qui est aussi une zone humide. Là, on est au mois de février, donc c'est une saison sèche, donc tout est asséché. Mais il y a des marécages, il y a des crocodiles. Il y a des moustiques, je me fais un petit peu attaquer. Et puis là, par le bord de mer, il y a des cactus, il y a un bord de mer et on voit des baleines. Là, hier, on est venu, il y avait des sauts de baleines dans tous les sens, c'était incroyable, c'était magnifique. Il y a des pontes de tortues. Enfin bon, c'est un environnement qui est juste magnifique. Et puis il y a vraiment très très peu de monde. Donc c'est juste magnifique. Donc quel bonheur de te retrouver dans cet endroit pour la suite de la vidéo sur le consentement. Donc la semaine dernière, je t'ai partagé des clés, des ressources pour un peu comprendre les mécanismes du consentement, la manière dont il se vivait dans une relation à deux. Et cette semaine, je vais te parler du consentement dans le cas du collectif, d'un groupe. Donc là, il y a des mécanismes, il y a des clés générales dont je vais te parler, des choses qui sont intéressantes à introspecter, à regarder en conscience. Et puis je vais illustrer ce que je vais dire de très général avec un exemple concret pour que ça parle, pour que ce soit un peu plus incarné. Et je vais te parler, bien sûr, j'ai envie de dire, de cette gestion du Covid en France. Au moment où j'enregistre cette vidéo, ça fait un peu plus de 3 semaines maintenant que le pass sanitaire est devenu un pass vaccinal. Et je trouve ça intéressant d'illustrer ces réflexions sur le consentement au niveau collectif en parlant de cet exemple que j'adore, qui est tellement riche et qui parle tellement de la gestion du Covid. Donc je te laisse t'installer et je te retrouve tout de suite. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec toi des ressources, des pistes de réflexion pour regarder un petit peu quels sont les mécanismes du consentement, mais cette fois-ci dans le cadre d'un groupe, au niveau collectif. La première chose que je t'inviterais à regarder si tu te questionnes par rapport à un groupe en particulier, c'est de te poser la question, quelle est la raison d'être de ce groupe? Est-ce que c'est un groupe informel, temporaire? Un groupe informel, temporaire, ça peut être un groupe d'amis à un moment donné, un groupe de personnes qui se retrouvent à un lieu donné, à un concert, à un événement particulier, dans un parc, etc., dans des transports en commun. Il y a des groupes qui sont formels, il y a des groupes pour toute une vie, par exemple le groupe de l'espèce humaine, là on est dedans pour toute une vie. Il y a des groupes qui sont très formels, qui peuvent être temporaires aussi. Il y a des associations, loi 1901, il y a des équipes sportives, il y a une nation, le peuple d'une nation. Ah, ça chante. Il y a, que te dire d'autre au niveau des groupes formels? Oui, chaque groupe a sa raison d'être, et chaque groupe, du coup, a ses codes, ses règles, ses valeurs, ses objectifs, ses modes de fonctionnement. Donc si toi tu regardes cette vidéo sur le consentement dans le cadre d'un groupe, et parce que tu questionnes justement ton appartenance à un groupe, le fonctionnement d'un groupe, je t'inviterai à te poser cette question. Ok, ce groupe, quel est-il? Quelle est sa raison d'être? Est-ce que c'est un groupe fixe, formel? Est-ce que c'est un groupe informel? Et ensuite, ce groupe, est-ce qu'il a des règles? Est-ce qu'il a des codes? Donc là, dans l'exemple de la gestion du Covid, on pourrait dire, pour simplifier, c'est pour simplifier que le groupe, c'est le groupe de la nation, du peuple français, ou en tout cas des personnes qui vivent sur le territoire français ou qui sont de nationalité française parce qu'ils sont nés à un moment donné sur ce territoire-là. Donc on va dire le peuple français, les personnes qui vivent sur ce territoire-là ou qui ont cette nationalité-là. Et après, ce groupe-là, c'est un groupe formel. Il a apparemment, normalement, des valeurs, puisqu'il se regroupe autour des notions de liberté, égalité, fraternité, a priori. Ça, c'est la théorie. Et puis ce groupe, il fonctionne avec des règles et des codes. Il y a des lois, il y a une constitution. Les lois sont adossées sur la constitution, normalement. Et puis la Constitution est elle-même adossée sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'avais fait une vidéo là-dessus, donc je te renvoie à cette vidéo sur le positionnement en conscience par rapport à la loi.
C'est quelque chose qui est important déjà à regarder. Donc, première chose, quelle est la raison d'être de ce groupe? Et ensuite, quelles sont les règles, les codes, les valeurs de ce groupe? Et déjà, en regardant ça, tu peux sentir qu'est-ce qui fait que tu appartiens à ce groupe? Est-ce que c'est juste une raison historique ou est-ce que c'est quelque chose que tu as choisi en conscience? Et ensuite, est-ce que tu es en accord avec la raison d'être de ce groupe, avec ses fonctionnements, avec ses valeurs, ses objectifs, ses codes, ses règles, si jamais ils sont explicites? Est-ce que tu es en accord avec ça? Et là, c'est hyper intéressant à regarder parce qu'il y a des groupes qui ont des règles très précises, des textes de loi, des choses qui sont vraiment écrites de manière très précise, et il y a des conséquences si on ne les respecte pas. Et ça, c'est vraiment à regarder groupe par groupe, c'est-à-dire est-ce que tous les membres du groupe, quand il y a des règles précises comme ça, respectent vraiment ces règles? Qu'est-ce qui se passe s'il y a une transgression de ces règles? Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? C'est-à-dire que est-ce que si personne transgresse, ça fait quelque chose, et si c'est d'autres types de personnes qui transgressent, eh ben ça fait autre chose? Et voilà, et là il y a tout qui est possible. Et en fonction de tout ça, déjà je pense que tu peux sentir comment tu as envie de poser ton consentement dans ce groupe-là. Est-ce que ça te paraît juste? Est-ce que tu es en accord avec ça? Comment tu le sens? Parce que le fait de regarder ces différents repères dont je suis en train de te parler, ça permet des fois de prendre conscience de choses, parce que chaque groupe est différent. Quand c'est dans un groupe par exemple familial, les règles sont pas écrites comme ça noir sur blanc, mais n'empêche qu'il y a quand même des codes, il y a quand même des règles, et c'est intéressant de regarder ça. Donc ouais, là il y a beaucoup de choses vraiment passionnantes à explorer sur ces histoires de groupe, de raison d'être de groupe, de règles, de codes, de valeurs, et comment soi-même déjà on a envie de se positionner par rapport à tout ça. Et donc dans le cadre du Covid, il y a évidemment donc la loi, la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est censée régir le fonctionnement de ce groupe français, de la nation française, du peuple français. Et bien figure-toi qu'en plus, dans le domaine de la santé, si je te parle de cet exemple du Covid, il y a un code de la santé. Alors, je vais juste te lire quelques passages, t'inquiète pas, je vais pas te la faire en mode intégral, j'ai noté sur mon téléphone. Un article, par exemple, du Code de la santé publique. C'est l'article L 1111-4. Bon, si tu veux le retrouver, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ce code? Il dit « Aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. » Ah, moi ça j'aime beaucoup. Donc on vit dans un groupe qui a des règles, qui a des codes, y compris de manière spécifique sur le thème de la santé, et donc voilà ce que ça dit. C'est un consentement qui doit être libre. Donc il y a encore cette idée que là, voilà, on est dans un monde de liberté, hein, liberté, égalité, fraternité, c'est quand même les valeurs de notre société, de notre nation. Donc le consentement, il doit être libre, aucune pression, aucune tension, aucune coercition, aucun chantage, aucune manipulation. Ça, c'est quand même, waouh, quand on voit le contexte de ce qui se vit avec le Covid, j'imagine que ça t'interpelle, enfin j'espère que ça t'interpelle, hein, puisque ce pass vaccinal, quand même là, si on n'est pas vacciné, il y a un certain nombre de droits que l'on perd, parfois même le droit d'exercer sa propre profession, c'est quand même pas rien, hein, donc on peut imaginer qu'on perd son moyen de subsistance, donc on ne peut plus payer ses traites, ses factures, on perd son logement, enfin il y a plein de conséquences à ça. On n'a plus le droit d'aller dans certains lieux, on ne peut plus rendre visite à ses ancêtres s'ils sont en EHPAD, on ne peut plus faire tout un tas de choses. Donc qu'est-ce que tu penses là au niveau du consentement, hein? Est-ce qu'il est libre? Et puis cet article il parle d'un acte médical. On peut considérer peut-être que ces injections expérimentales sont des actes médicaux, c'est une manière de les voir, mais je te rappelle d'un point de vue purement factuel qu'à partir du moment où ils ont été mis sur le marché, ces injections, les phases de test des laboratoires et des différents groupes et personnes qui testent l'innocuité de ces injections, ces tests n'ont pas été terminés. Donc est-ce que c'est vraiment un acte médical purement, ou est-ce qu'on ne peut pas voir aussi ça comme une forme d'expérimentation finalement, in vivo, comme ça, directement dans la société? Et là du coup, je ne sais pas si tu connais, là j'ai mis ça aussi sur mon téléphone, je ne sais pas si tu connais le code de Nuremberg. Le code de Nuremberg, il a été rédigé en 46-47, donc après la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'était dans le cadre des jugements des médecins de Nuremberg. En fait, c'est un texte qui a été écrit pour donner un cadre éthique
quand on se pose la question sur une expérimentation sur l'humain et éthique, est-ce que c'est juste de la faire ou pas? Eh ben, ce sont des repères que ces personnes-là ont écrits pour pouvoir alimenter la réflexion par rapport à tout type d'expérimentation. Et je trouve que ça fait partie de notre héritage, de notre histoire, d'utiliser aussi ces textes-là. C'est pas un texte qui a forcément, je crois pas, mais tu peux me dire dans les commentaires si je me trompe, qui n'a pas une valeur juridique, légale, mais ça fait partie de notre héritage, de notre passé, parce qu'on a quand même déjà vécu un certain nombre de choses à travers tous ces événements-là, des guerres mondiales, etc. Et je pense que c'est intéressant de mettre les choses en perspective et d'utiliser aussi ces héritages-là, d'utiliser l'expérience qui vient de notre passé. Et c'est un texte pour moi qui est vraiment fondateur. Et donc dans l'article 1 du Code de Nuremberg, il y a marqué « Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel ». Donc là, c'est dans le cadre d'une expérimentation médicale, scientifique sur une personne, sur un groupe d'humains ou sur un humain. Donc le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir, qu'elle doit être placée en situation d'exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d'autres formes sournoises de contrainte ou de coercition. Ça, c'est le code de Nuremberg. C'est fort hein, quand même les termes qui sont employés. Moi, je trouve que, étant donné ce qu'on est en train de vivre, ça résonne d'une manière que je trouve vraiment super particulière. Hein, que ça doit être un libre pouvoir de choix sans intervention d'un quelconque élément de force, fraude, contrainte, supercherie, duperie, ou d'autres formes sournoises de contrainte ou de coercition. D'autres formes sournoises de contrainte ou de coercition. Vraiment, je t'invite à respirer avec ça, à t'imprégner de l'énergie de ça, mais c'est super fort, hein, quand on met en perspective avec ce qu'on vit. Alors, qu'est-ce que t'en penses? On en est où avec l'usage de la fraude, de la force, de la coercition? C'est énorme, non? Juste quelques faits, bon, je pense que t'es au courant, mais c'est juste au cas où. Je pense que tu sais, donc comme je te disais tout à l'heure, ces injections sont des injections expérimentales, les tests n'ont pas été terminés. Okay, donc c'est vraiment le cas d'une expérimentation. Là, ce code de Nuremberg, il s'applique à ce que l'on vit là au niveau de ces injections. J'imagine que tu sais que les personnes qui testent l'innocuité de ces injections, ce sont les labos eux-mêmes. Donc c'est ceux qui les vendent et qui se remplissent les poches avec ces injections, qui les vendent aux différents gouvernements. C'est eux qui testent. Est-ce qu'il n'y aurait pas un léger conflit d'intérêts quelque part là? Je sais pas. Est-ce que tu sais que ces tests n'impliquent pas les femmes enceintes et les enfants? Ah non, on ne fait pas des tests sur les femmes enceintes et les enfants. Mais c'est dingue, n'empêche, parce que qu'est-ce qu'on dit dans la population? On encourage? On fait même plus qu'encourager la vaccination, y compris chez les femmes enceintes et chez les enfants, ça pose pas de problème. Donc on fait pas les tests, mais par contre dans la population, là, c'est bon, allez vous faire injecter. C'est énorme quand même, non? Et j'imagine que tu sais que ces différents laboratoires ont réussi à obtenir l'immunité. C'est drôle d'utiliser ce mot-là dans ce contexte-là, mais ils ont quand même réussi à obtenir l'immunité, c'est-à-dire que s'il y a des effets secondaires avérés, en admettant qu'on arrive à les faire remonter, hein, parce que là aussi c'est compliqué, mais en imaginant qu'on arrive réellement à faire remonter les effets secondaires et tout, bah de toute façon ils ont l'immunité, on ne peut pas faire aucune plainte contre eux, obtenir aucun dédommagement, ils sont tranquilles, ils se sont couverts déjà en amont. Donc les conflits d'intérêts, des tests qui sont inachevés, qui ne couvrent pas l'ensemble de la population qui est exposée à ces injections, tous ces conflits d'intérêts, cette immunité, c'est quand même énorme, non? Je sais pas. Et puis, il y a une recherche, il y a un truc que je t'invite vraiment à faire, c'est faire une petite recherche sur les Pfizer et les différentes filiales de Pfizer et de regarder un petit peu les différentes amendes qu'ils ont dû payer pour charlatanerie. C'est assez savoureux, ça. Franchement, j'en dis pas plus. Juste recherche au niveau des laboratoires Pfizer, ça depuis une quinzaine d'années, hein. C'est pas tout neuf, hein. Combien d'argent ils ont dû payer parce qu'ils ont été reconnus coupables en différents procès de charlatanerie.
C'est énorme. Et c'est eux là qui font les vaccins, etc. Donc au niveau de la fraude, de la duperie, puis je parle même pas du Lancet Gate et des publications scientifiques qui étaient mais c'était n'importe quoi. C'est quand même dingue. Donc là, je pense que au niveau du consentement, j'espère que ça fait réfléchir à la manière dont on a envie de poser son consentement en fonction des règles du groupe. Et en même temps, quand on voit qu'il y a 93% de la population qui est vaccinée, c'est là qu'on peut se rendre compte que, ok, les codes, les règles, tout ça, peut-être ça a de la valeur à un moment donné, mais c'est peut-être pas le plus important, vu que là, c'est absolument pas respecté, et quand même, le plus gros de la population est vacciné. Moi, je trouve que ça questionne quand même. Ça questionne. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Après, il y a quand même un autre aspect qui me paraît essentiel à questionner quand on commence à se poser ces questions sur son positionnement par rapport à un groupe, le consentement qu'on va donner ou pas dans ce groupe. C'est quelle est la gouvernance de ce groupe? Ça revient à se poser la question, ok, qui c'est qui a le pouvoir finalement dans ce groupe? Qui c'est qui a le dernier mot? Qui c'est qui impulse les orientations, qui dit dans quelle direction on va y aller, comment on va y aller, combien ça va coûter? Qui c'est qui fait ça dans ce groupe? Donc, quel que soit le groupe, hein, il y a un leadership et il y a une gouvernance. Parfois, elle est explicite, elle est écrite, elle fait partie des règles du groupe. Parfois, c'est plus informel, et ça, c'est hyper aussi riche à regarder dans chaque groupe, en fait. Et donc là, dans l'exemple du Covid, c'est censé être une démocratie, évidemment. J'ai déjà fait une vidéo où je parle de ça. La France est-elle réellement une démocratie? Démocratie, c'est le pouvoir dans les mains du peuple. Est-ce que c'est vraiment le peuple qui décide quoi que ce soit? Est-ce que d'aller de temps en temps aux urnes, ça suffit à avoir le pouvoir, hein? Comment ça se passe? Bon, je vais pas la refaire parce que j'en ai déjà pas mal parlé. Mais ouais, on a donc des gouvernants qu'on est censé avoir élus. Et regardons bien au service de qui ils sont réellement, en fait. Ça, c'est vraiment une bonne question à se poser. Ces gouvernants, là, ce pouvoir exécutif, ce Conseil national de défense, ces personnes qui prennent les décisions dans notre pays, c'est des décisions qui sont au service de qui réellement? Est-ce que c'est vraiment au service du peuple? Bon, tu sais ce que j'en pense, hein, si tu regardes mes vidéos depuis un petit moment. Alors peut-être tu vas me dire, ouais, mais il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire. Ouais, bah écoute, pour moi, le pouvoir législatif, c'est juste des marionnettes, mais ils n'ont plus aucun pouvoir. Enfin, je sais pas, hein, regarde comment ça se passe depuis 2 ans, et en fait même avant, mais là, depuis 2 ans, c'est tellement visible. Et puis le pouvoir judiciaire, mais il est en train de couler pour moi, il n'a pas du tout les moyens de fonctionner, il y a énormément de corruption, les délais sont tellement... Peut-on encore parler du fait qu'il y a un pouvoir judiciaire? Pour moi, il y a un pouvoir exécutif, donc il y a à regarder au service de qui il est. Il y a un pouvoir financier et monétaire, pareil, regardons au service de qui il est, est-ce que la monnaie et les finances sont au service du peuple? Et puis il y a un pouvoir médiatique, mais pareil, ce pouvoir médiatique, en tout cas les médias mainstream, au service de qui il est? Donc ouais, la gouvernance, là, pour moi, ça pose vraiment clairement la position de la légitimité de ce pouvoir, de ces gouvernants, de ce leadership, clairement. Et du coup, au niveau du consentement, et ben là encore, ça m'interroge parce que évidemment, il y a eu les gilets jaunes, là en ce moment, il y a les convois de la liberté. Bon, on peut pas dire qu'il se passe rien. Il y a des manifestations, etc. Mais quand même, moi je trouve que le peuple français, il est hyper docile. Hyper docile. Moi j'hallucine complètement depuis 2 ans de la docilité de notre propre peuple, dont la fête nationale c'est un 14 juillet, c'est la prise de la Bastille. Je suis pas en train de dire que là il faut aller faire le bazar et prendre l'Élysée, c'est pas du tout ça que je dis, mais waouh, quelle docilité! Donc ça c'est pour l'exemple du Covid, mais après dans chaque groupe il y a une gouvernance, il y a un leadership qui favorise ou pas le fait que le consentement soit réellement vécu de manière libre, éclairée, posée, que ce soit joyeux. Et il y a des types de gouvernance, effectivement, où le consentement, qu'il y soit ou pas, de toute façon, c'est pas le peuple qui va décider, ou les membres du groupe qui vont décider, c'est juste certaines personnes qui vont décider. Et puis, parfois, le consentement, il est tellement dirigé, orienté, manipulé que, ok, il peut être là, mais d'où il sort et d'où il vient. Et donc là, j'en reviens encore à cet exemple du Covid, quand on voit qu'il y a ces 93% de vaccinés et quand on voit le type de gouvernance que c'est,
franchement, ça questionne en fait. Et c'est là où j'en arrive au point suivant. Le point suivant, c'est quoi? C'est finalement comment ce groupe gère réellement la possibilité de consentir ou pas à ce que décide le groupe ou les leaders du groupe ou ceux qui gouvernent le groupe. C'est-à-dire, est-ce que c'est un groupe qui est inclusif, où il y a réellement une possibilité d'appartenir au groupe, d'avoir une interaction harmonieuse et sympa avec le groupe, y compris quand des fois on n'est pas d'accord, on pense différemment, on a d'autres orientations et on fait pas tout le temps tout comme le groupe, mais c'est pas grave. Il y a des groupes comme ça qui ont cette possibilité d'inclure, voire de valoriser les différences et d'utiliser les différences comme des choses qui sont des ressources, qui sont précieuses en fait pour le groupe et qui va permettre au groupe de grandir, de se développer et de créer de belles choses. Donc il y a des groupes qui existent et qui sont capables de ça. Et puis il y a des groupes qui sont plus exclusifs, où en fait il n'y a pas de place pour fonctionner, penser, se comporter différemment que ce qui a été décidé par les leaders du groupe ou par le groupe, quel que soit son type de gouvernance. Et ça, c'est vraiment à regarder aussi. Et donc là, par rapport au Covid, c'est drôle parce qu'on est censé être dans une démocratie, donc avec cette liberté, etc. Mais en fait, quand on regarde bien, il y a eu au fur et à mesure de moins en moins de possibilités de penser différemment du dogme médiatique et gouvernemental, et une exclusion d'une certaine partie de la population qui n'adhérait pas à ces dogmes, à ces comportements et à ces choix, une exclusion qui a été formalisée à partir de décrets et de lois qui sont passés et qui posent et qui écrivent clairement que si on ne fait pas telle ou telle chose, donc ça revient à dire si on ne pense pas la même chose, eh ben on est exclu, on perd des droits, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, des endroits où on ne peut plus aller, des activités professionnelles qu'on ne peut plus exercer. Et ça, c'est quand même dingue, en fait, que dans une démocratie, soi-disant, on puisse vivre ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve ça complètement dingue. Donc clairement, on n'est pas vraiment dans un modèle ici d'un groupe qui est inclusif. On est dans un groupe qui exclut et qui rejette et qui fonctionne à partir d'un dogme. Et si on ne fonctionne pas dans ce dogme-là, eh ben salut. Waouh, mais c'est super violent. Et ça, c'est des fonctionnements qui génèrent énormément de souffrance et de violence en fait. Parce que bien sûr, un être humain, mais il a besoin d'appartenir à différents groupes. Ça fait partie de ses programmations profondes. On a besoin d'appartenir à des groupes, d'interagir avec différentes personnes. C'est essentiel. Et l'être humain a une peur profonde, c'est d'être exclu du groupe, de ne plus appartenir au groupe. Surtout quand ce groupe est nécessaire pour sa subsistance matérielle, économique, concrète. Là, quand on voit que si on ne fait plus certaines choses, on ne peut plus exercer certaines activités professionnelles, ah bah là, voilà, c'est clair que ça va jouer sur des peurs qui sont des peurs profondes, hein. Des peurs de manquer, des peurs d'être rejeté. Et puis avec ça, si on regarde derrière, il y a les peurs de mourir, il y a les peurs d'être seul. En gros, c'est les peurs les plus profondes et les plus difficiles à traverser de tout être humain. Et là, ces lois et cette manière de gérer cette situation du Covid, mais ça expose notre population à la confrontation à toutes ces peurs. Donc c'est vraiment pas rien. Et bien sûr, il y a aussi cette peur qui est manipulée et amenée avec le discours gouvernemental et médiatique, de cette peur de faire du mal aux autres, parce que si on n'est pas vacciné, si on ne s'injecte pas, alors on devient dangereux, on n'est plus contagieux, on met les autres en danger. Donc il y a ce truc d'appuyer sur les peurs de faire du mal, sur les culpabilités potentielles des uns et des autres. Voilà, t'es une mauvaise personne, tu vas faire du mal, tu vas être dangereux pour l'autre. Donc ça, c'est aussi des peurs qui sont profondes. Donc ça, c'est le bâton. Et en même temps, ils vont agiter la carotte et ils vont jouer aussi sur l'élan des uns et des autres d'être des bonnes personnes, d'être solidaires, de faire corps ensemble face au danger. Donc c'est hyper bien fait parce que à la fois ils vont appuyer et confronter à des peurs qui sont les plus dures et les plus profondes, et en même temps ils vont agiter les carottes les plus savoureuses qui est waouh, on est solidaires, on est des bonnes personnes, on prend soin les uns des autres, on fait ce qu'il faut, on va y arriver face à l'adversité, on va traverser ça tous ensemble. Et c'est hyper puissant quand on est pris dans ce double feu-là, à la fois dans le bâton et dans la carotte. Mais il faut être quand même sacrément bien campé dans sa conscience et avoir les idées déjà super claires pour pas se laisser prendre là-dedans. C'est tellement facile de se laisser prendre là-dedans. Et de fait, il y a tellement de personnes qui sont complètement prises là-dedans. En tout cas, ça, c'est ma réalité.
Et une fois de plus, voilà, je peux parler que à partir de ma perception des choses, et si tu vois pas du tout les choses comme ça, n'hésite pas à partager dans les commentaires pour me dire toi comment tu vois ça. Il y a le soleil qui est en train de se coucher derrière moi, et j'espère que la lumière est suffisante et que tu me vois encore. Ouais, donc pour moi, l'histoire de l'être humain, c'est une ressource qui est hyper riche. Et l'histoire nous montre que ces contre-feux de bâtons et de carottes, de manipulation par les gouvernements, par les médias, mais c'est pas une affaire nouvelle, ça n'a pas été créé avec le Covid. Il y a un excellent documentaire qui s'appelle Propaganda, la fabrique du consentement, qui est vraiment mais tellement éclairant pour illustrer d'un point de vue de fait historique comment, à différents moments de l'histoire, sur différents continents, dans différents pays, le consentement a été orienté, fabriqué, c'est un fait en fait. Donc il n'y a rien de nouveau là-dedans, j'ai envie de dire, malheureusement. C'est juste que là, dans l'instant présent, parfois, quand on est pris dedans, là, c'est plus difficile de s'en rendre compte que quand on a le recul que nous donne le temps, l'analyse du passé, et là, quand on a ce recul-là, c'est plus facile, après coup, de l'analyser. Mais quand on est pris dedans, là, dans l'instant présent, avec les peurs d'être malade, les peurs d'être rejeté, les peurs de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins, les peurs d'être une mauvaise personne, les peurs, et qu'en plus on aspire tellement à être une bonne personne, à prendre soin des autres, bah là c'est sûr que quand on est pris là-dedans, mais c'est tellement difficile et compliqué de s'en rendre compte. Alors dans la précédente vidéo sur le consentement, où je te parlais de la notion de consentement dans le cadre d'une relation à deux, et où je t'ai parlé aussi de viol, d'abus, d'attouchement, je te disais en fin de vidéo qu'il est possible de guérir de ces expériences-là. Il est possible de cicatriser ses blessures quand on a fait ces expériences-là. Et pour terminer cette vidéo sur le consentement dans le cadre d'un groupe au niveau collectif, on peut constater qu'il y a énormément d'abus aussi de pouvoir, d'abus de confiance au niveau collectif, au niveau des groupes, et là au niveau du Covid, tu sais bien ce que j'en pense. Mais je crois aussi qu'il est possible de guérir ces abus-là. Je crois aussi qu'il est vraiment possible de traverser ça et d'en tirer une force, une sagesse au niveau collectif. Mais au niveau collectif, ça suppose que chacun, individuellement, s'il sent que c'est son chemin et que ça l'appelle, fasse le job et aille guérir en soi ce qui se passe d'abord pour soi. Puisque ce qui se passe au niveau collectif, c'est le miroir de ce qui se passe pour chacun individuellement. Et donc ce sont exactement les mêmes mécanismes que pour une relation à deux, pour guérir, que ce soit d'un abus ou de toute expérience qui est un traumatisme. Ça nécessite de confronter la réalité de ce qui est, la réalité des faits. Et donc je pense que, mais c'est mon opinion dans ma réalité, je pense que notre peuple français aurait grand besoin d'ouvrir les yeux sur tout un tas d'abus de pouvoir, d'abus de confiance et de la maltraitance que notre peuple subit, d'ouvrir les yeux sur les faits de ce qui est, de se permettre de ressentir ce que ça fait d'avoir traversé ces expériences et d'avoir été à ce point abusé par ces autorités, par ces institutions, par ces médias, et de vraiment ressentir ce que ça fait. Et ensuite, toujours ces quatre pas étapes, mais ces quatre aspects, l'accueil, donc se permettre de ressentir, accepter que ce qui est et que ça s'est vraiment passé, donc sortir du déni, et ensuite pardonner, et ensuite avoir de la gratitude, puisque à chaque fois qu'on traverse ce genre d'expérience et qu'on arrive à guérir de ça, on en sort vraiment beaucoup plus sage, beaucoup plus solide, beaucoup plus lucide aussi, et on a beaucoup plus de discernement, et après on comprend mieux et on voit beaucoup mieux les choses, et après on les voit venir de loin. Mais ça, c'est une démarche que chacun peut faire au niveau individuel, mais dont notre collectif, je crois, a grand besoin, vraiment a grand besoin. Voilà, donc pour finir cette vidéo, je voudrais te rappeler qu'en fait, nous avons toujours le choix. Quand on croit qu'on fait quelque chose parce qu'on n'a pas le choix, c'est qu'en fait, en général, soit parce qu'on a cru quelqu'un, on est sous l'influence d'une personne qui nous a fait croire qu'on n'avait pas le choix, ça arrive très souvent. Ou alors, une autre possibilité que je vois, c'est que, en fait, on voit que si on ne fait pas ce qu'on nous demande ou là où on est dirigé, si on n'accepte pas de consentir, finalement, on n'est pas prêt à assumer les conséquences d'un autre choix qui serait un choix divergent. Mais en fait, on a toujours le choix.
Et ça, vraiment, je t'invite à le regarder profondément. À chaque fois que dans ton mental, ça te dit: «Non, mais de toute façon, j'ai pas le choix, donc je vais consentir parce que j'ai pas le choix. De toute façon, voilà, j'ai pas le choix». Mais regarde bien. Regarde bien peut-être qui tu as cru, quelle autorité, qui tu as suivi et qui t'a fait croire ça. Et pourquoi cette personne avait intérêt à te faire croire ça. Et sinon, regarde quelle est l'alternative. Si tu crois que tu n'as pas le choix, faire différemment, ce serait quoi? Et quelles seraient les conséquences? Et est-ce que tu es prêt à assumer ces conséquences? Et parfois, il y a plein d'alternatives et plein de possibilités qu'on n'ose même pas regarder en face parce qu'on croit qu'on n'a pas le choix, mais quand on ouvre la possibilité d'avoir le choix, finalement, on se rend compte qu'il y a plein de possibilités. Et là, il y a de la créativité qui se remet en route, et là, il y a plein de choses qui s'ouvrent dans sa vie, en fait. Et là, on redevient vivant. Parce que je crois que garder cette possibilité d'avoir un consentement qui soit libre, qui soit éclairé, et que ce consentement, on puisse le retirer, et donc garder aussi le droit de refuser, de dire non, ça fait partie de ce qui est infiniment précieux pour rester vivant, rester dans quelque chose qui est joyeux, qui est libre. Et ça, tu sais bien, ce sont des valeurs qui sont juste super essentielles pour moi, hein, cette liberté. On ne peut pas être libre si on ne peut pas dire non, tout simplement. Voilà, je te laisse avec ces clés, ces pistes de réflexion sur le consentement dans un groupe et au niveau collectif. Ça touche à plein de sujets, hein. Moi je trouve ça hyper riche. Et puis si tu trouves que cette vidéo, ça t'a plu, ça t'a inspiré, ça t'a enrichi et que tu as envie que d'autres personnes puissent en bénéficier aussi, écoute, n'hésite pas à la partager largement, tu peux la liker, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux la partager dans les groupes, dans les réseaux sociaux, fais-toi plaisir, n'hésite pas. En tout cas, moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, prends bien soin de toi, je t'embrasse, bye bye.